Spectateurs, bienvenue à Écho de l'école des communicateurs de ces jours. Entre état des droits, indépendance de la justice et les influences ou interférences politiques au sein de l'appareil judiciaire, bienvenue au débat. Vers où la société congolaise s'est conduite. C'est quoi la voie empruntée actuellement par la justice de notre pays? Au menu, vous le savez très bien, qu'il y a un nouveau rebondissement dans les dossiers impliquant le docteur Balanganaï, ce docteur qui a fait l'actualité dans ces pays ces derniers jours avec cette affaire qui s'est passée au niveau de l'hôpital général de référence de Kinkole. Le docteur avait commis les coups et blessures volontaires sur sa patiente. Il a été jugé au premier degré, condamné à 2 mois, avec sursis et une amende qui lui a été exigée. Le ministère public a jugé bon d'interjeter appel pour annulation de ces premiers jugements et qu'au niveau de l'appel, qu'il y ait un nouveau jugement qui va cette fois-ci décider. On ne sait pas ce qui sera la décision du juge et les nouveaux éléments qui seront versés dans les dossiers. Il y a cette implication d'un haut conseiller, d'un haut cadre politique qui aurait rencontré les docteurs pendant qu'il était en détention. Le docteur l'a dit lui-même au cours d'une prédication qu'il avait reçu une visite d'une haute personnalité envoyée par le président de la République. Est-ce que le président peut aussi se voir interpellé pour témoigner si réellement c'est lui qui avait envoyé? Quels peuvent être les nouveaux éléments qui pourraient pousser les docteurs à comparaître à nouveau? C'est là les dossiers, parce que là, ça prouve à suffisance que la justice congolaise n'est pas indépendante. Nous allons examiner cette question et nous reviendrons bien évidemment avec l'épineuse question du changement de la Constitution. Entre changement, modification ou révision de la Constitution, qu'est-ce qui peut bien être adopté? Quels sont les mécanismes, quelles sont les conséquences, les inconvénients qui nous attendent si nous changeons la Constitution, et quels sont les avantages ou les inconvénients également qui nous attendent si nous ne changeons pas cette Constitution? Bienvenue au débat, vous le savez très bien, ça sera un débat contradictoire entre scientifiques, tous du même domaine. Il s'agit du droit, il y a les droits publics, les droits pénals, ainsi de suite. On va examiner ces deux sujets majeurs. Fidèles téléspectateurs, encore une fois, bienvenue. Shadrach Mawessi, nous avons l'honneur de vous recevoir sur ce plateau. C'est la première fois dans ces nouvelles installations de CML 13 depuis que nous sommes ici. Vous n'êtes jamais passé. Merci beaucoup, très cher Jonas. Je profite aussi de l'occasion pour saluer nos fidèles téléspectateurs. Je voudrais ici rappeler que ce n'est pas la première fois, mais c'est la deuxième fois, parce que la fois passée, nous étions ici. C'était une émission face à face. Nous avons essayé d'aborder la question de la vignette avec les dossiers agents de contrôle déployés sur le terrain. De l'émission CML chez vous. Voilà. En tout cas, c'est la première fois. C'est la première fois. Et donc, c'est vraiment un réel plaisir de prendre part à ces plateaux. Et nous croyons qu'avec l'intelligence et les lumières que nous incarnons, nous allons essayer quand même de pouvoir éclairer l'opinion quant à toutes ces questions. Voilà ce qu'on peut dire d'entrée de jeu. Et également, il faille signaler que nous sommes venus aussi dans le cadre de la vulgarisation de matière, parce que nous avons comme l'impression que la confusion bat son plein autour de la question de changement, tout comme de la révision constitutionnelle. Et il est quand même important que nous puissions revenir là-dessus pour éclairer la lanterne de nos populations, de sorte que nous puissions comprendre les tenants et les aboutissants de cette réalité. Voilà un peu, à titre préliminaire, ce qu'on peut dire. Merci beaucoup, Shadrach Mawessi. Avant de vous revenir, parce que vous allez prendre la parole, nous voulons ici signaler à nos chers téléspectateurs qu'il y a un nouveau dossier qui vient d'atterrir maintenant là, c'est urgent. Il s'agit du premier lot des migrants issus, donc des personnes vivant en situation irrégulière aux États-Unis. Ils sont arrivés, ils sont déjà au niveau des scellés, ils sont arrivés à Kinshasa. C'est l'info qui vient de nous être parvenue dans ces studios par notre directeur des programmes, Nathan Kianza, qui vient tout à l'heure là de nous informer
Et nous allons directement prendre aussi cette question parce qu'elle est très chaude. Où est-ce que ces gens seront logés? Quelles sont les conséquences qui nous attendent? À cet effet, on va directement prendre aussi cette question parce que c'est une question majeure qui nous intéresse quand on voit que la République démocratique du Congo, principalement Kinshasa, a une densité démographique très élevée. On ajoute un autre lot des personnes vivant en situation irrégulière alors que la question n'a pas été examinée au niveau du Parlement et à ces jours, ces gens sont déjà à Kinshasa. Quelles sont les implications dans ces dossiers? Où est-ce qu'ils vont habiter? Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est quoi leur profil? Sont-ils des bandits, des personnes normales? Jusque-là, les questions n'ont pas été répondues par les gouvernements, mais nos invités ici vont pouvoir nous éclairer. Shadrach Mawesi, vous êtes juriste, publiciste, ressortissant de l'université de Kinshasa, et de l'autre de ces côtés-là, on vous appelle le lampadaire. Quand vous avez appris l'appel qui vient d'être interjeté par le ministère public, avec ces rebondissements du dossier du docteur Balanganaï, qui avait commis notamment les coups et blessures volontaires, pourquoi ces rebondissements? Bon, il faut savoir d'abord que nous sommes ici en matière pénale. Il y a un certain nombre de préalables. Vous avez 5 minutes pour ça, il faut respecter les Effectivement, il y a un certain nombre de préalables à poser pour pouvoir comprendre le dossier dans son entièreté. Effectivement, l'affaire a commencé au niveau du TGI, parce qu'il s'agissait ici de coups et blessures volontaires, pour lequel le messier Balanganaï a été accusé, et le procès a eu lieu. Et j'aime une chose que le professeur Tasso qui est en train de dire, dans son ouvrage intitulé « Procédure pénale congolais », il dit que l'enjeu majeur du droit pénal, en réalité, ne repose pas au niveau de l'infraction, encore moins au niveau de la condamnation, parce que la première a été déjà faite, elle existe, la deuxième, elle est hypothétique, mais l'enjeu majeur du droit pénal repose au niveau du procès pénal, parce que il faut démontrer la culpabilité du délinquant, parce qu'il ne faut pas seulement accuser, mais il faut aussi être à mesure de réunir les preuves pour démontrer la culpabilité du délinquant, afin que la condamnation soit prononcée. Nous avons tous suivi les procès tels que ça s'est déroulé. Nous avons vu les arguments qui ont été avancés par la partie prévenue en contradiction de ce que le ministère public était en train d'appuyer comme élément. Et nous nous sommes rendus compte, moi si je suis à ma qualité de juriste, et s'il faut donner un avis par rapport à cette question, j'estime que le droit a été dit. Le droit a été dit tout simplement parce que la condamnation a été bien sûr prononcée, mais avec sursis, pour permettre à ce que... C'est là qu'interviennent les problèmes. Parce qu'au Congo, nous sommes habitués dans un théâtre, si vous pouvez me permettre les termes, comme selon lesquels les réquisitoires du ministère public congolais est très souvent respecté par les juges. Mais qu'est-ce qui fait que le réquisitoire a été autre, a prévu autre chose, mais le jugement n'a pas cette fois-ci rencontré cette volonté-là exprimée par les ministères publics au sein du réquisitoire. Ça c'est un. Deux, les ministères publics n'étant pas satisfaits, voilà pourquoi un appel a été interjeté. Effectivement, très cher Jonas, les réquisitoires du ministère public ne lient pas les juges. Les juges ont le pouvoir d'apprécier de manière souveraine. Et la deuxième des choses, c'est qu'il faut savoir aussi, c'est que la qualification des faits évolue. Ce n'est pas toujours la qualification que le ministère public a retenue, que le tribunal doit aussi forcément retenir. Parce que le juge a le pouvoir d'apprécier au regard de tous les arguments qui ont été avancés tout au long du procès pour aboutir à un prononcé du jugement ou de la décision qui soit conforme à la loi. Parce que n'oubliez pas, les juges ont au-dessus de lui que seule l'autorité de la loi. Et s'il faut revenir maintenant sur l'appel, vous devez savoir qu'il y a un principe en droit, c'est le principe de double degré de juridiction. On sous-entend que chaque affaire amenée devant la justice a au moins la possibilité d'être connue deux fois. À la première instance, tout comme à la deuxième instance. Et comme nous sommes ici en matière pénale, le champ d'action de chaque partie au procès est bien circonscrit.
Le ministère public étant le maître de l'action publique, parce que dans un procès pénal, c'est le ministère public qui porte l'action publique. Ce qu'il recherche, c'est la condamnation du délinquant en démontrant sa culpabilité pour que celui-ci puisse engager sa responsabilité pénale. Et de l'autre côté, nous avons la partie prévenue qui vient prouver son innocence, soit en démontrant que les faits pour lesquels on le poursuit ne sont pas fondés, tout comme aussi en démontrant que les faits sont fondés, mais il en ressort des raisons ou ce qu'on appelle techniquement des causes justificatives. Quelqu'un peut commettre une infraction, mais il s'ensuit comme ça des causes justificatives. Par exemple, quelqu'un a volé, mais il a volé par état de nécessité. C'est vrai, les faits sont fondés, mais en réalité, il ne peut pas engager sa responsabilité pénale tout simplement parce qu'il y a une raison qui justifie les faits qui a été commis. Et maintenant, s'il faut revenir, c'est qu'il faut savoir que après que le premier juge ait fait son travail, toutes les parties ont la possibilité, s'ils se rendent compte qu'elles ne sont pas satisfaites de l'œuvre du premier juge, d'interjeter l'appel. Et ici, c'est le ministère public qui interjette l'appel. Et le ministère public interjette l'appel dans le cadre de l'action publique, lorsqu'il estime que la condamnation qui a été prononcée n'est pas proportionnelle à la gravité des faits. Et là, le ministère public peut interjeter l'appel. Et il faut ici souligner que l'action du ministère public... Vous allez chuter par là. Effectivement. L'appel du ministère public, comme dispose la loi, tout comme l'explique le professeur José-Marie Tasso, qui dans son ouvrage de procédure pénale que j'ai cité d'entrée de jeu, il estime que l'appel du ministère public a un effet général et absolu. Ce qui veut dire que le juge peut à la fois retoucher la peine s'il se rend compte que le premier juge n'avait pas bien fait son travail, tout comme il peut aussi revoir le dommage et intérêt à louer dans le cadre de la réparation du préjudice. Et aussi, il faut signaler, vous avez dit quelque chose, on ne doit pas peut-être permettre à ce que nos téléspectateurs soient plongés dans la confusion. L'appel n'est pas interjeté ici suite aux déclarations du docteur Balanganaï. Non, non. Parce que l'appel doit être circonscrit dans le cadre du dossier tel qu'analysé au premier degré. Et l'affaire telle qu'analysée au premier degré... Au fait, les propos du docteur, les faits que le docteur vient de révéler, pourraient aussi être versés dans le dossier. Bon, ça dépend. Parce que est-ce que c'est cette interférence politique-là qui a fait que les docteurs soient condamnés avec sursis? Il y a ce qu'on appelle en droit l'effet dévolutif de l'appel. C'est-à-dire, lorsque le juge d'appel est saisi, il ne peut intervenir que dans le limite de la demande. Et si nous lisons très bien je ne sais pas si vous me permettez de continuer pour citer. En réalité, lorsque vous lisez ou vous consultez la demande du ministère public, ça n'a rien à voir avec ce qui a été dit à la télé à propos du président de la République. Non, mais nous vous demandons, vous en tant que technicien des droits, oui. Est-ce que ces faits-là pourraient, à ce second degré, être versés dans le dossier? Effectivement, le juge du second degré a la liberté d'analyser les dossiers. Et d'ailleurs, il va reprendre tout à zéro. C'est ça ce que la loi prévoit. Il reprend tout à zéro, il analyse les faits et il va statuer aussi de manière souveraine. Au cas où il y a eu réellement une infraction qui a été commise, alors le juge du second degré l'établira. Et une dernière chose, excusez-moi, vous avez parlé du sursis, c'est important. Lorsqu'on condamne quelqu'un avec sursis, ça voudrait tout simplement dire que en réalité, la personne ne pourra pas subir l'exécution de la peine. Donc, le sursis, en réalité, c'est un blocage à l'exécution de la peine. Et c'est très important que nos téléspectateurs puissent saisir cet élément. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les lampadaires. Shadrach Maouissi. Maître Peignel, encore une fois de plus sur les plateaux de CML 13 Télévision, Eco Télécom, votre maison. Comment allez-vous? Ça va très bien, cher Jonas. Dieu fait grâce. Tout est au rendez-vous. Maître Peignel, je vais aller tout droit au but pour vous poser cette question. Vous savez, en tant que technicien des droits, tout le monde le sait, que dans la hiérarchie des preuves, l'aveu, c'est l'une des preuves par excellence. Et celui qui fait cet aveu, c'est le prévenu, le docteur Balanganaï, qui dit avoir reçu la visite d'une haute personnalité politique, un envoyé du chef de l'État, donc le magistrat suprême, qui a délégué quelqu'un pour calmer les docteurs. Apaise-toi, nous allons tout prendre en charge. Et finalement,
Alors que les ministères publics s'attendaient à plus de peines, les docteurs se voient exemptés de la peine, ils les copent 2 mois avec sursis. L'influence politique est toujours activée au sein de l'appareil judiciaire. Oui, merci beaucoup, cher Jonas. Vous allez vous rendre compte que 2 fois, je ricane quand vous me posez de telles questions. Parce que j'ai compris que c'est maintenant que le parquet n'est nullement lié de manière absolue au pouvoir judiciaire. Et je suis heureux, n'est-ce pas, du ministère public, non seulement du magistrat instructeur, mais du parquet dans son ensemble. Parce qu'ici, les gens vraiment ne savent plus faire la dichotomie entre officier du ministère public et le ministère public en soi. Le ministère public a battu un travail qui fera en sorte que dans les jours à venir, nous puissions comprendre ce que c'est le travail, n'est-ce pas, du ministère public en soi, et non l'officier du ministère public. Pourquoi je dis ça? Vous allez vous rendre compte que le ministère public... Allons-y doucement. Oui. C'est quoi l'officier? C'est quoi la différence que vous faites? Le ministère public est une institution. Okay. C'est le parquet qui est rattaché près de tous tribunaux, de toutes cours, etc. On rattache, n'est-ce pas, le parquet, c'est-à-dire une institution. Tandis que l'officier du ministère public est un agent, un fonctionnaire. Okay. C'est celui-là, un magistrat qu'on appelle les magistrats debout, qui travaille cette fois-ci au parquet ou au ministère public. Évoluer maintenant. C'est là où il y a maintenant un problème. L'officier du ministère public, le magistrat instructeur, a battu son travail. Nous arrivons là où il y a le ministère public, et le ministère public va faire son réquisitoire 10 ans, relativement au concours que moi je pensais ou j'estimais idéal d'infraction, et j'avais, n'est-ce pas, litanisé ces concours d'infraction ici. Il y avait plus ou moins 6 infractions retenues en charge du docteur. Mais vous allez vous rendre compte que le juge, là c'est grave, va condamner, ou le tribunal va condamner celui-ci à 2 mois avec sursis. Étant donné que le réquisitoire a été de 10 ans, ça ne se fait pas. Et moi, je n'ai jamais vu ça. J'ai été estomaqué de la décision. Est-ce que l'infraction pour laquelle il a été condamné avec sursis, cette infraction-là, donc sa peine, c'est de 2 mois? Bon, ça va de 6 mois. Mais ça ne dépasse pas 1 année. Hein, si je ne me trompe pas, si je m'abuse. Parce que là, c'est coups et blessures volontaires. Hein, c'est si de 6 mois pas. à 1 année. Non, ça ne va même pas à 1 année. C'est volontaire seulement simple. Hein, c'est 3 à 6 mois comme ça, quelque chose de comme ça, si je ne me trompe pas. Donc ça ne varie même pas 3 ans ici. Même pas 3 ans. Okay. Et nous tous, on a été estomaqués. C'est pourquoi je remercie le ministère public d'avoir interjeté l'appel. Pourquoi je dis ça? Le ministère public a interjecté l'appel vu vu la facilité aujourd'hui de la répression en République démocratique du Congo. Le parquet est là pour la répression. En réprimant, le parquet veut voir que l'infracteur, que nous avons, n'est-ce pas, utilisé le processus de répression, est condamné. C'est ça le rôle du parquet. Pour rétablir l'ordre public troublé. C'est ça d'abord le rôle. Mais vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a un réquisitoire de 10 ans. Vous condamnez à 2 mois. Et après, l'infracteur, c'est lui qui avait commis toutes ces infractions-là, va se dire que non, le président de la République va envoyer. Cette visite-là présume quoi? Le trafic d'influence. C'est une infraction en droit congolais. Ok. Cette visite présume quoi? Présume la corruption contre le pouvoir judiciaire alors que le pouvoir judiciaire est indépendant. C'est grave. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que le ministère public s'est dit, tiens, ça n'existe pas. Donc attendez. Ces infractions-là doivent être versées dans la charge. Ce sont des infractions qu'on peut verser à charge de qui? Il peut y avoir une autre instruction. Je dis ceci. Les 2 infractions, trafic d'influence et... Trafic d'influence et corruption contre le pouvoir judiciaire. Corruption contre le pouvoir judiciaire. Oui. Ça peut être versé dans les comptes de qui? À charge de qui? À charge de l'autorité politique jusqu'ici occulte ou à charge du docteur? L'autorité politique d'abord. Les corrupteurs. Donc, le juge d'appel est censé aujourd'hui, au cours de ces procès à venir, démontrer ou exposer l'autorité politique en question qui aurait exercé cette influence-là, l'autorité dont le docteur a fait mention. Ça dépend, parce qu'ici, il s'agira maintenant de preuves. Hein? Il s'agira de preuves. Si le ministère public s'estimera qu'il serait mieux de pouvoir appréhender, n'est-ce pas, tous ces faits-là, ça dépendra cette fois-ci, n'est-ce pas, du juge d'appel, parce que il y a le fait dévolutif d'appel, oui, mais le fait dévolutif d'appel a une exception. Et l'exception du fait dévolutif d'appel, c'est par l'évocation. Okay. Et tous les praticiens peuvent en dire. Les juges d'appel est saisi par un fait précis, mais il évoque. Il connaît tout avec des preuves ou des nouvelles preuves que vous lui présentez. Si par exemple,
relativement au droit judiciaire congolais, pour les gens qui lisent Antoine Rubens, page 186, vous allez vous rendre compte que le minant professeur estime que lorsqu'il y a des nouvelles preuves et que les ministères publics ou toutes les parties y en apportent, les juges d'appel paient en saisir ou paient s'en saisir. Okay. C'est là où on est. Vous voyez, moi, vraiment, je remercie les ministères publics et c'est alors qu'ils nous diront le parquet commence à faire son travail. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les gens pleurnichent relativement à la répression en République démocratique du Congo. Les gens ne sont pas réprimés, la criminalité s'accroît, etc. C'est à cause de la non-application de la répression. Les gens ne sont pas réprimés. Vous voyez quelqu'un qui commet plusieurs infractions et après il est laissé comme ça. Mais il ne prend pas conscience, il rentre pour dire que j'ai été visité. Vous voyez là où il y a un problème. Il vous dit que j'ai été visité, c'est-à-dire il n'a pas appris de ce qu'on lui aurait été reproché. On vous reproche des infractions, mais vous vous voyez acquitté. Parce que pour moi, lorsque vous êtes condamné avec sursis, même si c'est sursis-là, c'est l'inexécution momentanément de la peine, mais 2 mois, c'est rien. Mais 2 mois, c'est l'acquittement. Vous commettez l'infraction de l'article 372 du Code numérique, mais ça ne s'applique pas. Si vous dites état de nécessité, ça pourrait s'appliquer aux coups de blessures volontaires. État de nécessité, nous comprenons. Maintenant, l'article 372. Maintenant, la tentative de meurtre qui avait été retenue par le ministère public, c'est passé où? Tout ça, on n'a pas compris. Oui, personnellement, vraiment, jusqu'à présent, je ne comprends pas comment est-ce que le domaine de répression est en train d'être diligenté ici en République démocratique du Congo. Ça doit être, on doit les revoir. Revenons un peu sur les caractères répressifs que les ministères publics devraient avoir. Ouais. Vous savez que les juges ayant condamné à 2 mois avec sursis, c'est quoi le nouvel état d'esprit actuel des autres médecins? Effectivement. Parce qu'ils ont vu leurs collègues qui a, au fait, pire encore, c'était pendant le mois de la femme. Coups et blessures volontaires sur une personne vulnérable, il s'en sort quand même avec 2 mois avec sursis. Peine annulée, c'est une jurisprudence qu'on avait créée au premier degré. Et quelle leçon de l'état de droit on peut retenir? Une répercussion sociétale. Et ce sont des actes qui se commettent comment dirais-je, en huis clos, ou bien ce sont des choses qui se commettent entre et le médecin, parce que plusieurs médecins ont ces actes ici. Mais lorsqu'ils voient que non, vous ne les réprimez pas, et que cela continue à s'accroître, alors que l'ordre public est mis en péril, ils vont continuer. C'est pourquoi moi, personnellement, je m'adresse au ministère public. Personnellement, vous êtes en appel. Cette fois-ci, les preuves doivent être assises. Et si lui condamné, il sera condamné. Et la justice sera faite. Merci. Merci beaucoup, Maître Pegnel. Je sens que la hauteur est gardée. J'espère que ce sera pareil aussi pour Maître Jules Okito. Pour la première fois, nous avons l'honneur de recevoir Maître Jules Okito. Maître Jules, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va bien par là. Vous signez votre entrée dans le club ECHO de l'école des communicateurs. Avec plaisir. Maître Jules, comme tous les autres Congolais, vous suivez l'actualité. Et comme praticien du droit, je sais que vous suivez de très près tout ce qu'il y a comme actualité judiciaire. Et vous aviez vu la vidéo du docteur Balanganaï, d'abord la première, qui a poussé à sa condamnation. Puis la deuxième, avec cette révélation, peut-on aujourd'hui dire que le président de la République a engagé la haute cour, en fait la magistrature de notre pays, sur une voie d'indépendance où ces juges sont toujours redevables à l'autorité de nomination? Pire encore, est-ce que le président de la République attend de ces juges cette reconnaissance parce que c'est lui qui les a nommés? Merci pour la question, cher Jonas. Un peu plus de précision avant que je ne puisse avancer. Vous m'avez présenté comme étant praticien de droit. Et j'aimerais, au nom de l'honnêteté scientifique, le préciser ici, que jusque-là, je n'ai pas encore rejoint les domaines de la pratique. Cependant, on est technicien quant à ça parce qu'on est quand même versé dans la question. Merci. Alors, j'ai d'abord voulu poser quelques postulats parce que au cours de l'intervention, je ne sais plus me fixer si c'est Maître Pegnel ou c'est peut-être vous-même. J'ai entendu quelque chose s'est glissé allant dans le sens de la hiérarchie des preuves alors qu'on est en matière pénale. Le principe c'est moi qui ai dit ça. Voilà, les principes en matière pénale, c'est la liberté des preuves. Et donc, il n'y a pas de hiérarchie.
voyez-vous. Il y a Non, une hiérarchie des preuves seulement en matière civile. Ok. En matière pénale, il n'y a pas de hiérarchie des preuves. Mais quand même, l'aveu reste une preuve dans la mesure où c'est lui qui dit, bon, en fait, c'est un prévenu. Ouais. Il a été arrêté et il témoigne, il dit avoir été visité par une haute personnalité politique. En effet. Et que cette personnalité politique lui a rassuré de l'implication du chef de l'État, qui était au courant de l'affaire. Et les ministères publics ayant fait un réquisitoire avec 10 ans, à la grande surprise, on voit monsieur s'en sortir avec 2 mois. On peut dire qu'effectivement, cette influence politique-là a joué en faveur du docteur. Alors, personnellement, je ne sais pas me positionner dans une posture telle que je peux l'affirmer pour dire qu'il y a une main noire ou une influence politique qui a eu à influer sur la décision qui a été rendue. Cependant, je suis en train d'étudier, d'analyser la question sous un angle qui est essentiellement technique et juridique. Voyez-vous? Faut pas oublier n'oubliez pas d'inclure dans votre analyse juridique les aspects politiques. Parce qu'il y a des personnalités politiques qui se sont immixées. Je vous laisse maintenant tout le temps d'analyser. La vérité, c'est qu'il y a toujours un écart entre les théories et la pratique. Nous tous, nous sommes sans ignorer. Et nous connaissons ce qui s'est fait dans la pratique. Venez maintenant dans le dossier. Qu'est-ce qui se fait dans la pratique que vous connaissez? Effectivement, vous le savez, j'étais en train de partager avec un aîné. Il me dit, cher ami, c'est très important d'avoir toutes ces théories, mais tu dois savoir que l'appareil judiciaire ou la justice de notre pays... J'ai déduit directement dans votre Vous pouvez me permettre de finir. C'est intéressant ce que vous dites. Il m'a dit que l'appareil judiciaire ou les systèmes judiciaires de notre pays est assis sur 3 piliers. Lesquels? Lorsque vous allez devant les instances judiciaires, vous devez avoir le premier pilier qui est le pilier légal. Ça veut dire, du point de vue de la loi, vous devez certainement avoir raison. Après le pilier légal, il y a le pilier économique. Voyez-vous, dans la pratique, la pratique renseigne que vous pouvez beau avoir raison du point de vue légal, mais faut avoir l'argent. Si l'aspect pécuniaire pose problème, il est fort possible que les choses soient en train de rebondir. Mais outre l'aspect ou les piliers économiques, il y a aussi les piliers relationnels et politiques. Très bien. Voyez-vous? Donc, une très bonne trilogie. Je crois que ça s'apparente même à la Trinité. Ok. Vous voyez? Et ça coïncide avec les cas sous examen. Effectivement. Alors, pour ce qui me concerne, je ne viens pas peut-être laver le zin pour peut-être faire des autres de démons ou de agents du diable, mais je crois que je vais devoir donner un avis et ma position en tant que technicien quant à la matière. Quant à la matière, allais-je dire, excusez-moi. Alors, la question qui est en train de se poser ici, cher Jonas, vous savez... moi, je crois que jusque-là, il n'y a pas un péché pour le ministère public ou l'officier du ministère public de former appel. Vous voyez? Parce que la Constitution, autant que les textes de notre pays, quand je parle de la Constitution, je vois précisément l'article 21, qui est en train de garantir le droit de former un appel, de former un recours contre une décision de justice ou contre un jugement. Il va de même lorsque vous lisez les codes de procédure pénale, je crois dans ces articles, à partir de ces articles 92 jusque suivant, parmi les personnes auxquelles on a reconnu la faculté d'interjeter appel, il y a notamment les ministères publics. Mais mon problème, c'est ça va un tout petit peu pour rencontrer et s'appesantir sur les avocats conseils de M. David. Je suis en train de me poser 1001 questions. Monsieur David, lorsque ces avocats l'ont défendu au premier degré, moi personnellement, j'ai été séduit par les moyens et les arguments que ces avocats ont eu à présenter. Mais il s'est posé un tout petit peu problème. Juste après avoir obtenu la décision, même si celle-ci n'était pas assez sévère, il y a eu un peu de tempérance, mais également les juges se sont révélés très généreux à l'égard de M. David. Mais il y a un petit souci avec ces avocats. Juste après l'obtention de pareilles décisions, ces avocats ne devraient pas aller dormir pour se dire que c'est fini, nous avons gagné. Qu'est-ce qu'ils devraient faire?
logiquement et de manière technique, et ce qu'il devrait faire, il y a un principe général de droit qui voudrait que nul ne peut souffrir de son appel. Et quant à la matière, il y a manifestement deux hypothèses ou deux possibilités qui s'offrent lorsque la partie, dans le cas sous examen, lorsque c'est les prévenus, les condamnés, qui est en train d'interjeter ou de former appel. Soit les juges d'appel reconduisent la même peine, ou ils revoient en baisse, ou éventuellement, il peut peut-être réqualifier le fait dans l'hypothèse où il s'avérait que les juges du premier degré n'ont pas qualifié le fait. Et quand on réqualifie les faits, on peut revoir à la hausse la peine prononcée au premier degré. Parce que là, on est déjà en face d'une autre infraction. Ok. Voyez-vous? Alors, dans le cas sous examen, si seulement les avocats conseils de M. David formaient le plus tôt possible l'appel contre cette décision, cela lui garantirait une forme de sécurité et une forme de protection. D'ailleurs, selon certaines informations à notre portée, il semblerait que les messieurs est en fuite et il a pris des escampettes. Les docteurs? Les docteurs, bien évidemment. Et même les déclarations qu'il a faites, moi je me dis... Oui, Maître Jules. Vous savez qu'il est aussi pasteur. Je me suis peut-être dit qu'il a fait... On ne va pas toucher son statut de pasteur ici. À des réclamations spirituelles. De son cadre professionnel, de son statut professionnel comme médecin. Effectivement. Les pastorats là ne nous concernent pas parce que l'infraction a été commise. C'est toujours important de prendre tous les cas. Là, c'est dans votre casquette aussi des religieux que vous voulez les juger comme ça. Ne vous en faites pas, on peut aller dans ce sens-là. Oui, mais merci beaucoup. Mais Maître Jules, la dernière question que vous allez peut-être répondre en 30 secondes. Oui, cher Jonas. C'est comment vous arrivez, comment un juge peut arriver à concilier la générosité qui a ici un caractère social, un caractère fraternel et familier, et la rigueur de la loi. Parce que la loi, elle, n'a pas de générosité. Ouais. D'autant plus qu'elle est générale, impersonnelle, et par avance, elle n'a pas fixé une catégorie de personnes qui devraient subir plus ou moins de peines, parce que la peine est prononcée et rattachée. Déjà, c'est ça son directement, caractère personnel. Voilà, directement aux infractions commises. Comment on peut être généreux quand on sait que pour telle infraction, il faut telle peine? Merci beaucoup, cher Jonas. Le professeur Tassoki, qui a déjà été cité par l'un de mes devanciers, a toujours dit que le droit pénal n'a pas d'âme. Ok. Voyez-vous? Et le droit pénal, c'est un droit qu'il qualifiait autrefois de brutal. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la procédure pénale est la partie qui vient civiliser le droit pénal, qui se révèle comme étant un droit brutal. Permettez-moi de chuter, cher Jonas. Chuter rapidement parce qu'on doit évoluer. Quant à la matière, les mêmes professeurs estiment toujours que juger en matière pénale, ce n'est pas d'abord appliquer un quelconque tarif. C'est d'abord écouter. Okay. Parce qu'en matière pénale, on est en train de courir les risques de perdre ce qu'on a de plus précieux. Je cite ici les droits de liberté, le droit d'aller et de revenir. Et pour ce faire, je crois dur comme fer que le juge, après avoir eu tout ce qui a été mis à sa disposition, a estimé peut-être certainement qu'il y a eu des circonstances atténuantes. Et c'est ce qui a justifié sa position. Donc cette générosité n'émane pas peut-être de la situation sociale, mais bien évidemment des circonstances qui dirigent ou qui dirigeraient son action. Merci, Maître Jules. Mais je voudrais vous poser une dernière question. Cette fois-ci, on change de cap avec notre sujet. Allez-y. Il s'agit de l'arrivée des migrants expulsés des États-Unis. C'est une question d'actualité. Ouais. Et nous avons l'obligation, en tant que médias, de revenir dessus avant de prendre notre dernière thématique du changement de la Constitution. Vous vivez à Kinshasa, vous connaissez les taux démographiques excessifs. Nous avons des problèmes de mobilité, de transport, parce que Transco, la capacité de Transco est très faible. Nous avons des problèmes de logement, nous avons des problèmes alimentaires, ainsi de suite. Sans plus tarder, vous avez suivi qu'il y a eu bagarre entre ceux qui habitaient Pakadouma, qui ont été installés au niveau de l'Ancélé, et les habitants des plazas encelés là-bas, ça ne va pas. Et maintenant là, on ramène à Kinshasa un lot des personnes qui vivaient en situation irrégulière aux États-Unis, qui doivent cohabiter avec les Quinois. Voyez-vous, c'est là possible? Pire encore, comment ces gens-là seront gérés?
Merci beaucoup, cher Jonas, pour la question. C'est possible parce que les autorités ont décidé à leur niveau. Mais s'il faut que nous puissions étudier et éplucher la question de manière technique, je vais certainement vous avouer ici que c'est une décision qui n'a pas été réfléchie. J'ai suivi dernièrement l'un parmi les officiels du pays dans une de chaînes de télévision, les explications qu'il était en train de donner pour justifier l'arrivée de ces migrants ne sont pas convaincantes. Okay. Voyez-vous, lorsque vous regardez un tout petit peu, l'un parmi les plus grands problèmes auxquels les pays sont en train de faire face, c'est un souci au niveau de la politique d'aménagement du territoire. Okay. L'emplacement de individus, des personnes avec leurs activités. Et lorsque vous regardez manifestement, l'une parmi les questions qui se posent dans notre capitale, à Kinshasa précisément, c'est un problème de surpeuplement, la surpopulation. C'est la cause majeure de beaucoup de maux qui rongent notre pays, en l'occurrence les embouteillages. Il y a un sérieux problème de mobilité, voyez-vous, et décider au-delà de ce lot que nous avons et pour lequel nous n'avons pas de manière, nous ne savons pas quelle serait la piste de solution. Décider manifestement de manière délibérée d'ajouter encore un autre lot, je suis en train de me dire que ça c'est une décision consentie, de sacrifier notre pays et notre avenir. Merci. Une analyse brève mais qui a presque tout détaillé. Merci beaucoup, maître Jules. Maintenant, je tourne vers l'Union sacrée. Je n'ai pas cité cette casquette-là. Oh, je vous ai laissé prendre l'aspect scientifique que j'avais oublié. Chacun a oublié Nazur. On dit que c'est une émission scientifique et c'est normal. C'est normal. On mixte. Je sais. On mixe les tout. On mixe les tout. Maintenant, je voudrais que vous puissiez revêtir aussi à la fois cette casquette-là parce que c'est important. Normalement. Maître Peignel, vous vivez à Kinshasa, une ville dans laquelle, un pays, la RDC, un pays qui postule parmi les pays ayant les taux les plus élevés de chômage. Les gens qui viennent des États-Unis avaient la possibilité de trouver de l'emploi là-bas. On les ramène à Kinshasa pour faire quoi? Comment ils vont vivre? Bien qu'on sait que les États-Unis vont décaisser un paquet. Et comment cela va s'organiser? Comment ils vont être nourris? Est-ce qu'on va leur donner de l'argent? Ou comment ça va se passer? Comment imaginez-vous l'affaire? Et vous savez quand même, vous êtes technicien des droits. Vous pratiquez aussi parce que vous êtes défenseur judiciaire. Et pourquoi la question n'a pas été débattue au niveau du Parlement? Merci beaucoup, cher Jonas, pour la parole. Encore il fallait plus octroyer. Vous allez vous rendre compte que je ne suis pas publiciste, mais je suis généraliste. Je ne peux rien, ne serait-ce que donner une lumière relativement aux relations qui existent entre États. Aucun État ou les États dans le monde actuel ne vivent plus de manière isolée. Non. Nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle l'interdépendance. Nous avons appris ce qu'on appelle la mondialisation, les donner et les recevoir. Nous vivons dans des sociétés qui ont ce qu'on appelle l'interdépendance ou des interdépendances éparses. Ce qui revient à dire que nous, la République démocratique du Congo, nous pouvons ne serait-ce que avoir des relations avec tel ou tel autre pays, tel ou tel autre État, et accepter ce que tel ou tel autre État nous propose, n'est-ce pas, pour le développement de l'humanité. Ici, c'est d'abord l'humanité. Ici, ce n'est pas le développement personnel. Oui, nous acceptons aujourd'hui, il y a la surpopulation. Mais cette surpopulation-là, c'est parce que toute la population aujourd'hui veut habiter dans des villes. La République démocratique du Congo est énorme. Vous allez vous rendre compte que, voyons voir à Kinshasa, présentement, il y a des espaces qui, jusqu'à présent, ne sont pas habités. Mais si les gens veulent habiter... Jusqu'à présent, personne n'y habite. Si les gens veulent habiter il y a des les grandes agglomérations, c'est parce qu'à l'intérieur, les conditions ne sont pas les mêmes. Parce que quand vous allez dans les États modernes, par exemple en France, celui qui habite Marseille n'a rien à envier. Non, cher Jonas, s'il vous plaît, parce qu'ils sont embêtants. Moi, je me pose la question. Vous me parlez de ces trucs ici. Est-ce qu'à Kolwezi, les gens, c'est l'intérieur, non? Non, attendez, s'il vous plaît. Au Grand Katanga, c'est l'intérieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah! Celui qui habite Marseille n'a rien à envier à celui qui habite Paris. Mais celui qui habite Kolwezi ou celui qui habite Mbujimaï
Kananga, Chikapa, Mbandaka, en vie, c'est lui qui habite Kinshasa. C'est le contraire avec celui qui habite Kolwezi, parce que Kolwezi, les activités minières produisent un peu d'argent, et ça fait cela. Parce que les conditions de vie au village ne sont pas les mêmes qu'à Kinshasa. Les conditions de vie à Washington et à New York ne sont pas les mêmes avec Texas et Kentucky. Aucun État, je dis bien, aucun État ne peut rendre toute la population riche. Même aux États-Unis, il y a des gens qui pleurent ou qui pleurnichent matin, midi, soir par la pauvreté. Ça existe. Même ici, moi je vois Kolwezi, moi j'ai mes parents qui sont là-bas, qui nous parlent de comment est-ce que, il y a, ne serait-ce qu'à manger ici, n'est absolument rien. Et ils ne peuvent pas nous envier. Ici, nous sommes en train de pleurer. Seulement, pourquoi manger ici à Kinshasa? En quoi les gens de Kolwezi peuvent envier ici? Moi, je pense que ce sont des complexes. Hein, c'est qu'ils ont dans leur tête, ils pensent que s'ils viennent ici, mais alors que ce n'est pas le cas. Donc, c'est un peu ça. Moi, je pense que les migrants peuvent venir. La République démocratique du Congo est énorme. Si et seulement si il y a, n'est-ce pas, des conventions, n'est-ce pas, irrélatives. S'il y a des conventions irrélatives, parce qu'ils viennent avec leur propre fait. Les États-Unis, moi j'ai suivi Trump, les États-Unis vont débourser le frais. Et tant que nous sommes un État, nous ne pouvons pas vivre aujourd'hui dans l'indépendance. Non, c'est l'interdépendance. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire? Les recevoir. Est-ce qu'aux États-Unis, il n'y a pas, il n'y a pas d'endroit où placer toutes ces personnes-là? Donc, ce sont des gens qui sont obsolètes aux États-Unis, mais qu'on déverse dans un dépotoir, la RDC. Non, là, vous allez me poser la question, celle de savoir, quand il y avait guerre en Ukraine et en Russie, les gens qui partaient en Biélorussie, pourquoi ils ne partaient pas dans d'autres États qui sont là? Mais il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de guerre de l'autre côté des États-Unis. Le problème, c'est qu'on ne vous oblige pas. Je vous ai parlé de l'interdépendance, de la relation entre États. C'est pour l'argent qu'on a accepté. Non, je parle de la relation. Nous sommes aujourd'hui dans un État, dans un temps de lumière, je dirais. C'est-à-dire, les gens comprennent des choses, pas de manière archaïque, cher Jonas. Je comprends que si les États-Unis et la République démocratique du Congo aujourd'hui, surtout avec des guerres éparses et énormes que nous avons aujourd'hui, les conflits armés, je dirais bien évidemment, que nous avons en République démocratique du Congo, peut-être, j'ai dit, peut-être le fait d'avoir ces genres de relations vont aussi nous aider à propulser dans telle ou telle autre chose. Moi, je pense que ce n'est pas mauvais. Si nous avons accepté, c'est pour, n'est-ce pas, nos relations entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, ça ne pose aucun problème, il n'y a rien de grave. Si vous voulez le faire une chose, attendez, patientons. Moi, je dis, patientons 2 mois, 3 mois, s'il y aura des répercussions sociétales ici en République démocratique du Congo, là, vous pouvez en parler. Merci. Tant que moi, je n'ai rien vu, je n'ai rien à craindre, c'est la mondialisation, les donner, les recevoir, les relations entre États, je ne suis pas. Ça, vous l'avez déjà dit. Publiciste, oui, je ne suis pas publiciste, mais je pense que c'est mieux. Ça se passe ainsi. Vous l'avez déjà dit. Shadrach Mawesi, vous avez suivi vos deux prédécesseurs. Maître Pegnel est pour, alors que Maître Jules est contre. Qu'est-ce que vous vous dites? Pensez-vous qu'aujourd'hui, la RDC est prête à recevoir et gérer ces personnes qui vivaient en situation irrégulière aux États-Unis, alors que la question n'a pas même été débattue au niveau de l'Assemblée nationale? Le gouvernement a, de façon unilatérale, décidé de la venue de ces gens, ils sont venus. Comment trouvez-vous la gestion actuelle entre les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs législatifs? Ces derniers est totalement désactivé, déconnecté de la prise de certaines décisions, alors qu'il devrait avoir un mot dessus. Mais il n'est pas intervenu et personne n'en parle. Personne n'est inquiété au niveau de l'exécutif. On laisse faire parce que c'est l'union sacrée qui est au pouvoir. Merci beaucoup, très cher Jonas. Vous allez me permettre de revenir sur 2 ou 3 choses parce que j'estime que cette émission a un caractère pédagogique. Et à ma qualité aussi de formateur, j'estime que mes étudiants, que j'encadre de L1 jusqu'à L3, qui me suivent de la structure jurisconsulte, aimeraient peut-être puiser aussi quelque chose de ces débats. Le premier point, c'est la question de la hiérarchisation de preuves que mon précédent Jules avait évoqué. C'est exactement une question très capitale. Je devais quand même revenir là-dessus. Actuellement, on ne parle plus de la hiérarchisation de preuves en matière pénale.
En matière pénale, actuellement, c'est le principe de la liberté de preuve. C'est au juge d'apprécier la valeur probante à accorder à une preuve qui lui est présentée. Et deuxièmement, vous devez savoir que il existe certaines preuves auxquelles la loi elle-même attache une valeur probante particulière. Pour ce genre de preuves, ça peut lier les juges. Mais pour tous les autres restantes, le principe est simple, c'est la liberté de preuve. Et deuxièmement, j'ai entendu notre camarade Péniel, lorsque vous lui avez demandé d'établir la différence entre le ministère public et l'officier du ministère public. Je l'ai entendu dire que l'officier du ministère public serait un fonctionnaire. Non, un agent du parquet, pas un fonctionnaire. Vous avez dit un fonctionnaire. L'agent du parquet. Je l'ai même noté. Nos téléspectateurs sont en train de suivre. Merci, vous allez revenir. Exactement. Même quand vous dites agent de parquet, il n'existerait pas, je dirais, un agent public de l'État qui pourrait avoir comme nature juridique agent du parquet. Je ne sais pas. Parce que, attendez, il y a une différence entre agent et fonctionnaire de l'État. Effectivement. Agents comme les politiciens ici qui gèrent des ministères et consorts parce que c'est temporaire, ils ne font pas carrière. Et fonctionnaires, ce sont ceux qui ont des numéros matricules et qui font carrière au sein des services publics de l'État. Exactement, très cher journal. Les gens sont en train de nous suivre. Nous avons l'obligation d'éclairer quand même la lanterne de nos téléspectateurs. Dire que l'officier du ministère public serait un fonctionnaire, c'est l'impliquer dans l'exécutif. Or, les officiers du ministère public ne relèvent pas du pouvoir exécutif. Ils sont plutôt du pouvoir judiciaire. Car la loi portant statut des magistrats éclaire cette question de manière précise. Que sont magistrats, les officiers du ministère public ainsi que les juges des sièges. Et donc, ils ne sont ni fonctionnaires, ou soit on peut les considérer comme agents publics, mais au sens large, dans le sens où ils exercent une fonction étatique. Mais leur nature juridique, leur vraie nature juridique, c'est magistrat. Ça, c'est un élément important. Alors, s'il faut revenir sur la question de migrants, très cher Jonas, j'ai suivi l'intervention de notre camarade Péniel. Vous sentez la légèreté avec laquelle il aborde cette question et pourtant, il s'agit ici d'une question éminemment importante. Parce que c'est la nation qui est exposée. Vous imaginez que les États-Unis d'Amérique n'ont pas pu gérer ces gens? Je ne crois pas qu'aux États-Unis d'Amérique, il n'y a pas d'espace pour mettre ces gens. Il y en a tant. Il parle ici de la coopération entre États et tout. Mais quelle coopération? De quelle coopération parlez-vous? Vous prenez les gens qui sont en irrégularité. Et parmi ces gens, il y a même des immoraux. Il y a des personnes... Il y a des brigands. Des brigands. Les profils même n'ont pas été identifiés. Exactement. On ne sait pas la nature exacte de ces personnes. J'ai suivi l'intervention de Patrick Mouyaya qui nous dit que nous allons étudier cas par cas. Cas par cas, avec quel dispositif? Et quand? Les cas par cas, là, ils vont étudier où? Aux États-Unis ou ici? Effectivement. Et d'ailleurs, nous... Mais à partir d'ici, si on détecte que ce profil n'est pas convenable, qu'est-ce qu'on fait? On lui demande de rentrer ou on fait comment? Exactement. Et d'ailleurs, nous qui sommes sur le plan interne, on n'a même pas la possibilité de nous identifier. Vous savez ça. Nous ne portons même pas de carte d'identité. La démographie même de la population congolaise, ce sont des estimations. On parle en termes d'estimation. On n'a pas les chiffres exacts, le nombre exact de Congolais. Et vous prenez ces gens qui justifient d'une moralité, je dirais, discutable, vous les amenez ici du moment où nous avons d'abord des phénomènes qui nous gangrènent ici qu'on n'arrive pas à maîtriser. La criminalité qui bat son plein. Nous avons de l'autre côté les phénomènes Koulouna. Actuellement, on parle des braquages. Et vous nous ajoutez, et d'ailleurs, regardez, même lorsqu'on dit que ces gens seront pris en charge par le gouvernement américain et consorts, ça ne justifie pas. Et si je dois revenir sur le rôle de nos parlementaires, je l'avais dit à une émission ici, nous avons un parlement à califourchon. Parce qu'en réalité, le rôle du parlementaire ne s'arrête pas qu'à mettre en place des lois. Le parlementaire a aussi un rôle de contrôler l'action gouvernementale. Et je suis tenté de dire même que le contrôle gouvernemental dans notre pays est introuvable. Parce que les parlementaires se plaisent à se divertir.
La plénière chez nous, c'est comme un théâtre de spectacle, de théâtralisation politique, comme je le disais avant. Et vous comprenez qu'avec de telles questions, normalement, on devait voir les parlementaires interpeller les gouvernements pour venir se justifier de manière officielle, de sorte que nous puissions maîtriser les tenants et les aboutissants de ce qui se passe. Mais quand on interpelle les ministres, vous avez leurs chefs de partis politiques qui sont également au gouvernement, Oui. qui suspendent temporairement ou pour toujours les députés qui essaient d'interpeller leurs collègues ministres. Très cher Jonas. Mais au-delà de tout ça, Oui. Maître Shadrack, Oui, oui. comment ces gens-là seront gérés ici au pays? Est-ce pour des besoins d'argent que ces gens, parce qu'on a dit dans les communiqués que ce serait temporaire, ils seront là temporairement. Pourquoi cette temporalité n'a pas été maîtrisée aux États-Unis et envoyée chez eux? Pourquoi les États-Unis ne peuvent pas renvoyer, expulser ces gens dans leurs états d'origine? Et pourquoi les ramener au Congo? Est-ce que notre gouvernement a admis cela, a approuvé cela, parce que nous avons tellement besoin d'argent qu'il faut qu'on nous ramène des gens dont on ne maîtrise pas? Même lorsqu'on parle de l'argent en question, très cher Jonas, je crois qu'à un certain niveau, lorsque nous gérons les questions étatiques, on doit mettre de côté les émotions. Je suis contre cette diplomatie de faiblesse, de supplication, où nous commençons à subir les choses. On a comme l'impression que la RDC devient comme un pays qui devient manipulable sur la scène internationale. Vous êtes sûr que les États-Unis d'Amérique peuvent faire pareille demande À la Russie ou à la Chine? Ou à la Chine? Vous êtes sûr qu'aujourd'hui les États-Unis d'Amérique peuvent faire pareille demande à l'Afrique du Sud, ou à la même France? de l'Afrique du Sud, même à la France? Vous voyez qu'en réalité, ceci montre la posture de la République démocratique du Congo dans l'échiquier mondial, dans les rapports entre États. C'est comme si nous avons perdu quelque chose. Et je suis en train de le dire ici. Nos autorités doivent revoir cette décision. Parce qu'on ne sera pas à mesure de régler cette question. Peut-on verser ça aussi dans les mêmes lots que les migrants qui ont été autorisés à entrer sur nos sols dans les années 1990, les Hutus rwandais, qui aujourd'hui sont un prétexte pour les Rwandais de nous agresser? Exactement. D'ailleurs, quand on parle même d'avoir un contrôle sur ces gens, je me demande ça avec quels moyens, avec quel dispositif. Merci, Maître Shadrack Mawissi. Maintenant, nous allons atterrir avec la dernière thématique. Il s'agit de cette problématique du changement ou de la révision de la Constitution. La Constitution de la République démocratique du Congo, qui a été promulguée depuis les années depuis 2006, le 18 février 2006, par Joseph Kabila, est à ce jour une constitution à problème, selon l'UDPS, et qu'il faut carrément la changer. Donc, un nouveau projet a été déposé au niveau de l'Assemblée nationale. Ça n'attend que l'alignement pour débat. Maître Shadrack, la première question, elle est fermée. Êtes-vous pour ou contre le changement de la Constitution? Je suis contre le changement de la Constitution. Vous vous prononcez directement et vous assumez. De manière claire. Et pouvez-vous démontrer en quoi cette Constitution est aujourd'hui la bonne Constitution, je ne dis pas meilleure ou parfaite, en quoi elle est une bonne Constitution pour la République démocratique? Et à cette question, je vais aussi répondre par une question. Qu'est-ce qui nous prouve que la Constitution qui viendra après celle-ci sera meilleure? C'est une question très importante. 2. Qu'est-ce qu'on reproche concrètement à cette Constitution? Troisièmement, si quand même on pouvait admettre, pourquoi ne pas s'arrêter à la révision? Parce que lorsqu'on parle d'un changement constitutionnel, lorsqu'on parle du changement de la Constitution, on fait un tabula rasa. Nous passons d'une république vers une autre. Et ici, on sous-entend que c'est le constituant originaire qui intervient. Parce que l'ordre constitutionnel en place tombe caduc. Bon, on se demande, de tels changements, de tels basculements ne peuvent intervenir que soit dans le cadre d'une révolution, soit dans le cadre d'un coup d'État, ou alors dans le cadre d'un État qui naît nouvellement. Le pouvoir constituant originaire intervient. Nous sommes ici dans le cadre d'une
situation de virginité juridique pour doter l'État qui vient de naître d'une nouvelle constitution. Mais pour le cas de la RDC, aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que lorsque vous lisez les entrailles de cette constitution, vous comprenez que c'est l'une des constitutions meilleures de l'Afrique centrale. Attendez. L'une des constitutions meilleures de l'Afrique centrale. Quand vous parlez d'un tabula rasa, c'est-à-dire que toutes les lois organiques qui portant fonctionnement et réglementation de certaines institutions, dès que la Constitution tombe, ces lois-là aussi tomberaient. Bon, effectivement, lorsque c'est la Constitution qui est le texte fondamental, c'est la Constitution qui est la clé de voûte de l'architecture normative d'un État. Et donc, lorsque vous touchez la Constitution, c'est la structure qui est secouée. Okay. Parce que le principe, c'est que l'ordonnancement interne d'un État n'est pas un système de normes placées au même pied d'égalité. Okay. Mais c'est plutôt une architecture qui place les normes de manière un peu superposée et au sommet, on trouve la Constitution. Et les normes inférieures tirent leur validité dans leur conformité à la norme supérieure. C'est-à-dire, lorsque la norme supérieure est neutralisée et que vous mettez en place une nouvelle norme fondamentale, dans ces contextes-là, il y a encore un autre travail à accomplir. C'est celui de conformer maintenant les autres textes à la Constitution ou à la nouvelle Constitution. Pourquoi un grand travail comme ça? Alors qu'on a besoin du développement, on a besoin de l'agriculture, on a besoin des terres. Et aujourd'hui, le problème de la République démocratique du Congo n'est pas normatif. Nous avons un problème anthropologique. C'est que Bahati Lukwebo a eu peur de le dire, nous le disons ouvertement. Le problème du Congo, ce n'est pas les textes. Le problème du Congo, c'est l'homme qui doit appliquer les textes. Et je dois encore le signaler, très cher Jonas, lorsqu'il y a changement constitutionnel, vous devez savoir qu'il y a aussi des artifices qui accompagnent les changements constitutionnels. Et déjà, pour qu'un changement constitutionnel soit valable, il faut que le peuple intervienne par référendum. Je suis ici dans le mode d'élaboration démocratique d'une constitution. Il faut que les peuples interviennent en amont, tout comme en aval, pour entériner les textes. Et lorsqu'on parle du référendum, ça implique le peuple dans toute son entièreté. Okay. Et vous êtes sûr avec moi que la ville de Goma, la ville de Bukavu est sous occupation. Je me demande par quels moyens arriverons-nous à faire participer ce peuple-là au référendum. Et si ce peuple-là ne peut pas participer au référendum, est-ce que cette nouvelle constitution leur sera opposable? Et si cette nouvelle constitution ne leur sera pas opposable, quelle serait alors la conséquence? Ils vont rester sous le régime de l'ancienne constitution. Et là, nous balkanisons le pays. Donc, pour vous, les changements actuels de la constitution étant inopportun, oui. Donc, consacrer cet état des choses nous fait virer à la balkanisation. Ça peut occasionner. Ça peut occasionner. Effectivement, parce que de l'autre côté, ils ne sauront pas participer au référendum. Je pense que les gens qui sont autour du chef de l'État ne doivent pas continuer avec cette logique d'hypocrisie. On doit être sincère avec le chef. Le président Félix Tshisekedi est en train de travailler. C'est quelqu'un qui est animé de bonne foi, que j'apprécie. Mais on doit savoir que le président de la République a fait déjà ce qu'il doit faire et il est en train d'aller vers la fin de son mandat. Et il doit aboutir son mandat dans toute quiétude et passer les bâtons de commandement, parce que la pensée cachée derrière ces changements constitutionnels que nos amis sont en train de solliciter, c'est leur fameux slogan Tina 3. C'est exactement ça, la pensée cachée. C'est cela la bête qui se cache derrière cette... C'est ce bruit qu'ils sont en train de faire, changement constitutionnel. La vraie pensée, c'est nous conduire Tina 3. Et je pense que ce n'est pas un bon conseil pour le chef de l'État. Et je parle ici en portant aussi la voix de la jeunesse. Merci beaucoup, Maître Shadrach. Moi aussi, les lampadaires. Maître Peignel, le débat est toujours actif et que c'est une question qui concerne tous les Congolais. Et que chacun devrait émettre un avis sur la possibilité ou non de changer cette constitution, ou la possibilité ou non de la réviser, et nous dire c'est quoi l'opportunité aujourd'hui de cette révision ou ces changements. Premièrement, êtes-vous pour ou contre le changement de la constitution? Ça commence par là. Oui, je suis pour le changement de la constitution. Vous êtes pour le changement de la constitution, s'il vous plaît? Oui. Non, là, c'est une question fermée. Ok. Vous êtes pour le changement de la constitution? Pour le changement de la constitution. Alors, qu'est-ce que
comme Maître Shadrach l'a dit, qu'est-ce que vous reprochez concrètement à cette constitution? Vous n'accepterez pas que je puisse d'abord recadrer les aberrations, on va dépasser, parce que c'est ça, non? Vous avez... Oui. Allez-y rapidement, 30 secondes. Certainement. La personne rattachée au parquet, on l'appelle officier du ministère public. La personne, donc l'agent, toute personne, tout particulier. C'est là où je ne parle pas des fonctionnaires. Là, ce sont des débats de rue. Et un autre débat de rue des pouvoirs judiciaires, pouvoirs exécutifs, le ministère public appartient de quel... Ça aussi, ce sont des débats de rue. Ce sont que les doctrinaires qui sont en train d'embrigader les étudiants. Les étudiants n'ont plus les têtes à place parce que vous allez vous rendre compte que l'article 151 de la Constitution dit que les pouvoirs exécutifs ne peuvent en aucun cas donner injonction aux juges. Là-bas, on ne parle pas du ministère public, on ne parle pas du magistrat debout. Vous les lisez cet article-là jusqu'à la fin, vous allez vous rendre compte qu'en aucun cas, on fait allusion au ministère public, alors qu'il fait aussi partie des pouvoirs judiciaires. Donc, il est hybride. Il peut aussi avoir des injonctions de l'exécutif, parce que dans l'exécutif, il y a le ministre de la Justice. Ça, ce sont des débats de rue. Il vient de dire que dans le cadre d'une révolution constitutionnelle qu'on peut changer, d'une révolution, par exemple, qu'on peut changer la Constitution, c'est ce qu'il vient de dire. La Constitution ne peut être changée que lorsqu'il y a la révolution. Pourquoi vous dites, tenez ce genre de propos? Non, il faut d'abord essayer de faire ce qu'on appelle les droits comparés pour comprendre ce qui ont été effectués dans notre État. Vous les ramenez quand même ici parce que ça aide. Il y a ce qu'on appelle la méthodologie, la méthode comparative. Parce que la science est universelle. Oui, mais attendez. Il y a Alpha Condé, il y a Blaise Compaoré, il y a Pierre Nkurunziza, etc. Ils ont amené des changements de constitutions. Après les changements des constitutions dans ces États-là, que les États-là sont aujourd'hui ce qu'ils sont, ici en Afrique, laissons d'abord l'Afrique, partons en France. Est-ce qu'il y avait une révolution en France lorsque la France en 1958 s'est dit, bon, on laisse d'abord la constitution que nous avons, faisons recours à la constitution de Charles de Gaulle. Parce que s'ils ont appelé la constitution de Charles de Gaulle, c'était pourquoi? Parce qu'ils ont vu que la constitution qu'ils avaient ne reflétait plus les réalités sociétales, les réalités politico-administratives. Tout ce qu'il faisait allait à la contre de la constitution établie. Alors que lui-même, il vient de dire que la constitution est le cheval de bataille. Si la constitution fait défaut, la société aura un problème sérieux. Est-ce que vous pouvez nous relever, c'est un grand problème. Pouvez-vous à ce jour nous relever quelques faits qui vont à l'encontre de la Constitution, quelques faits sociaux à ce jour qui vont à l'encontre de cette Constitution? Moi, je ne peux pas venir dire tel fait, non. La violation de la Constitution elle-même. Quand la Constitution ne se conforme plus aux réalités politico-administrativo-sociétales, vous vous rendrez compte que tout ce que nous aurons à faire, ce n'est que la violation de cette Constitution. Est-ce qu'en ce moment-là, c'est l'homme qui ne se conforme pas, qui piétine la loi, ou c'est la loi qui fait qu'elle soit piétinée? La norme ne se concorde plus aux réalités, parce que le droit est évolutif. C'est simple, on est là. Maître Peignel, attendez. Mais vous ne comprenez pas. Malembe. Simbaga frein en main toujours. Frein en main. Oui. Simbaga frein, tout dans Malembe. Nabiboy. Oui. Est-ce que c'est la loi qui doit se conformer à l'homme parce que les faits existent? Ils sont déjà réglés, réglementés par la loi. Du moment où les faits sont réglementés par la loi, c'est à l'homme de se conformer à la loi ou c'est à la loi de se conformer à l'homme? C'est à l'homme. Quand l'homme voit que cette loi-là ne se conforme plus à ses propres réalités, des pouvoirs, parce que c'est l'homme qui a mis en place cette loi-là, de rentrer, de modifier la loi pour que la loi puisse se conformer aux réalités politiques et sociales. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer à ce jour quelques réalités qui ne se conforment pas à notre loi? Je vous ai dit la violation de la Constitution. Non, mais la violation... J'ai dit dans tout et pour tout. Attendez. Tout commence par un. Citez-nous même. S'il vous plaît. Maître Peignel, s'il vous plaît. Je crois que ça doit être l'article 200 qui régit, qui convoque, qui exige à l'exécutif, au président de la République notamment, de convoquer la conférence des gouverneurs 2 fois l'an. Mais quand on remarque qu'à ce jour, cette conférence des gouverneurs n'est pas convoquée 2 fois l'an, c'est le président qui doit se conformer à la loi ou c'est la loi qui refuse qu'elle ne soit pas appliquée? Le président doit se conformer à la loi. Mais la gravité de fait sur terrain ne fait pas en sorte que nous, citoyens, nous puissions le faire 2 fois. 2 fois seulement. En ce moment-là, par exemple, au Kouilou, on avait évoqué les problèmes de manque de moyens financiers. Alors que l'exécutif provincial et national prenez mes minutes, ont l'obligation, non, ce n'est pas la parole de Dieu ici, il faut que de temps en temps nous puissions vous relancer. Ont l'obligation de mobiliser des fonds pour exécuter la loi.
si, et seulement si, l'exécution de certaines règles exige qu'il y ait des moyens financiers. Mais si les moyens ne suivent pas, c'est que l'exécutif a failli à sa mission de mobilisation des recettes et on n'a pas à reprocher à cet article-là de n'être pas exécuté, de n'être pas, n'être pas exécuté deux fois. C'est un point que vous avez évoqué. Mais le conseil des gouverneurs a été effectué combien de fois par an? Une seule fois. Une seule fois. Alors que ça doit être deux. Une seule fois. C'est parce que ça devrait être ainsi. Pourquoi? Parce que nous avons vu que ça, il doit avoir des moyens. On ne le fait pas pour faire. Si les moyens ne sont pas au rendez-vous, on ne peut pas le faire selon la loi. Alors que lorsqu'on voit que dans ces temps ici, les réalités donnent ça, alors que la loi dit ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais dire un truc avant de continuer avec notre ami. Il vient de dire des choses ici, mais je vais l'attaquer. La souveraineté. Tu vas l'attaquer? Bon, attaquer ces choses-là. La souveraineté du peuple exprimé, il doit les connaître. Moi, je suis chercheur dans toutes les matières des droits, malgré que je suis d'abord pénaliste. Il y a la souveraineté du peuple exprimé. Dans la souveraineté du peuple exprimé, pour que l'on puisse les comprendre, on doit d'abord comprendre à ce que c'est le peuple qui choisit qui va me gouverner. Le peuple, j'ai choisi qui va me gouverner. J'ai choisi aussi les règles qui doivent être établies pour la gouvernance, moi, le peuple. C'est-à-dire quoi? J'ai accepté la constitution par le référendum. Lorsqu'on dit le peuple, lui il pense quoi? Tu penses que le peuple qu'on est en train de dire ici, parce que lui il parle des peuples qui sont là-bas, on va aller à Kasumbalou, c'est pour prendre ces peuples-là, venez au référendum. S'il vous plaît. C'est ce que vous pensez. Ça c'est quel droit? Attendez. Maître Peignet, s'il vous plaît. C'est quel droit? Il y a toujours une différence entre le peuple et la population. Le peuple, c'est l'ensemble des populations qui constituent les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Ce qui veut dire que dans les référendums, le peuple et tout le monde devraient participer. Mais dans les cas où il n'y a pas cette participation-là, qu'est-ce qu'on doit dire? Je vais vous poser une petite question. Lui, vous avez participé en 2006. Pardon. Est-ce qu'il avait l'âge de la majorité? Ce sont mes minutes. Bon, son grand frère. Ce sont mes minutes, s'il vous plaît, cher Jonas. Parce que vous m'avez pris beaucoup de minutes, je n'ai rien dit. Attendez. Vous avez dit quelque chose. Il a dit des bêtises ici que je devrais recadrer. Parce que les gens sont en train de nous suivre. Vous voyez aujourd'hui c'est quoi? Les étudiants restent avec ce que le professeur a dit, les magisters dixit, sans mener de recherche, sans pouvoir pousser leurs réflexions, parce qu'il y a, par exemple, les professeurs que je cite, j'aime beaucoup les pénalistes, Nyabirungu, qui l'a dit, ils pensent que c'est ça. Alors que non, moi je suis humain, je dois aussi réfléchir de ma manière. La constitution ne se conforme plus aux réalités sociétales. Moi, je peux accepter les changements. On a vu le peuple, certains ceux qui font partie du peuple, ces jours-là dire au président de la République, nous vous ajoutons les mandats. Moi j'ai vu ça. Ça, c'est la population ou bien le peuple? C'est la population qui font partie du peuple. Quand on dit le peuple, on ne prend pas soin des opposants. Non, vous êtes opposants, on s'en fout de vous. Les peuples, c'est les tout. Mais qui sait quand le peuple accepte le troisième mandat ou le changement de la constitution, on peut changer. Qui sait si ces gens-là qui ont demandé au président, ces peuples-là dont vous vous identifiez, si ce sont des membres des partis politiques, notamment de l'UDPS ou de l'Union sacrée. C'est ce que qui sait si ce n'est pas aussi les membres de l'UDPS? C'est ça aussi le problème, chers Jonas. C'est pour vous dire que je n'ai pas fini, vous voyez, hein? Je n'ai pas fini. 30 secondes. Le problème, ce n'est pas anthropologique. Le problème en République démocratique, c'est le problème normatif. Je suis pénaliste et je ne peux pas laisser ça passer. Les gens n'ont pas peur de l'incrimination. Les gens vivent dans les débauches, les dévergondages. Ils ne comprennent pas la loi. Qu'est-ce qui prouve que la nouvelle loi qui viendra sera respectée? Parce que cette loi-là se conformerait aux réalités sociétales. Point 1, nous avons dit. Merci beaucoup, Maître Peignet. C'est très chaud là. Mais c'est simple. Non, c'est grave. Écho de l'école des communicateurs fidèles téléspectateurs. Nous tendons directement vers la fin de cette émission. Et nous allons accorder la parole, la dernière prise de parole, à Maître Jules Okito. Cher Jonas. Maître Jules, comme tous les autres, vous avez aussi droit à la parole et on veut avoir votre avis. Je commence toujours par la première question naturelle. Êtes-vous pour ou contre le changement de la Constitution? Alors, je vais répondre à la question. Non, répondez. Ici, ce n'est pas discutable. Je vais répondre. Vous répondez d'abord et puis les restes après. Je vais répondre à la question. Non. Permettez-moi d'encercler ma réponse. Attendez. Pour que je sois bien compris. Vous dites d'abord, vous êtes pour ou contre. Attends, la question c'est pour ou contre. Vous dites d'abord oui ou non. Après, on va vous donner la possibilité d'expliquer. Oui. Vous êtes pour? Oui. Alors, dites-nous pourquoi vous êtes pour les changements de la Constitution et qu'est-ce que vous reprochez à cette Constitution qui nous a servi pendant autant plus de 20 ans. Merci pour la parole, merci pour la question, cher Jonas.
Alors, lorsque nous écoutons beaucoup d'émissions autour de la question, j'ai de plus en plus l'impression que ça devient juste du bruit. En lieu et place que l'émission autour de cette question ait suffisamment de caractère pédagogique. Parce que les gens doivent comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Voyez-vous? La question sur la Constitution à l'ère où on est, en réalité, n'est plus une question. C'est quoi? Un questionnaire. Parce qu'il y a bon nombre de questions qui se posent sans être posées, mais qui méritent d'être posées. Lesquelles? Voici la liste des questions auxquelles, normalement, nous devrions répondre lorsque nous parlons de la Constitution pendant cette période. Question numéro 1. Pour ou contre les changements de la Constitution? C'est celle qui vient de vous être posée. Celle qui venait de m'être posée. Numéro 2. Pour ou contre la révision? Numéro 3. Quid de l'opportunité? Okay. Est-ce que c'est opportun? Numéro 4. Peut-on changer une constitution ou réviser une constitution? Voilà en clair les questions qui entourent cette matière. Attendez. Moi, je voudrais maintenant que vous puissiez examiner la troisième et la quatrième. L'opportunité et la quatrième? La quatrième, c'est peut-on changer ou réviser une constitution au cours d'un mandat? Allez-y. Je vais arriver. Je ne veux pas, je veux vraiment me départir et me séparer de toute forme d'intention, n'est-ce pas, d'intention subjectiviste, tendant peut-être à faire profiter à un parti en place, n'est-ce pas, et faire valoir que c'est la position de pareil parti qui vaut, qui est la meilleure par rapport à une autre. Parce que lorsque j'ai écouté, par exemple, mon dévancé, j'ai senti beaucoup d'agitation. Maître Péniel. Maître Péniel, j'ai senti beaucoup d'agitation et tout simplement un sentiment teinté de beaucoup de subjectivisme. Pour ce faire, je vais devoir entamer une démarche qui est suffisamment objective et consistant à démontrer noir sur blanc s'il y a nécessité ou pas. La première question, pour ou contre les changements de la Constitution? Au fait, personnellement, je suis en train d'estimer que je suis pour les changements de cette Constitution. Mais la Constitution étant entendue comme le texte qui nous constitue, s'il faut que nous puissions la revoir, s'il faut que nous puissions la changer, son changement doit s'opérer ou se faire au profit et à l'avantage du peuple et de la population congolaise. Voyez-vous? Parce que c'est le peuple qui est le pouvoir constituant originaire qui est en train de prendre ces textes et qui exprime sa philosophie, comme le professeur Jacques Njoli l'estime, que la Constitution, c'est au fait la philosophie, la manière dont nous, Congolais, nous entendons notre organisation et la manière dont on devrait être administré, être régi. Et pour ce faire, la deuxième question qui est en train de descendre, c'est est-ce c'est opportun? Nous ne pouvons pas changer la Constitution parce que nous voulons répondre aux appétits mesquins d'un pouvoir en place ou d'une personne. Non. L'objectif derrière, l'objectif qui doit être poursuivi, serait est-ce la réalité actuelle, la question ou les problèmes qui se posent actuellement. Parce que moi, je suis de ceux qui estiment que dire que le problème du pays, c'est justement et simplement un problème humain ou un problème anthropologique, ce n'est pas totalement vrai, c'est partiellement vrai. J'estime que le problème de notre pays, c'est un problème qui est humano-textuel. Parce que on a à première vue les problèmes liés à l'être humain, mais en deuxième vue, il est important que nous puissions penser la question du texte parce que c'est les textes qui encadrent l'action de l'humain. Et si les textes commencent à poser problème, ça sera certainement le défi que nous allons rencontrer, celui de l'écart entre les prévisions et ce qu'il y a sur terrain. Voyez-vous? Et donc, nous devons être capables de nous regarder droit dans les yeux et décider d'inculturer nos textes et prendre des textes qui tiennent compte des données sociologiques, de faits qui sont en train de se passer sur terrain. Maître Jules. Cher Jonas, permettez-moi depuis 2006, je vous ai laissé longtemps. Je n'ai pas encore rencontré les deux dernières personnes. Là, c'est personnes. votre organisation à vous, parce qu'ici, on a un timing bien précis. Allez-y. Alors, depuis 2006 à ce jour, quelles sont ces données sociologiques qui ont changé, qui peuvent obligatoirement nécessiter un changement constitutionnel? Maintenant, vous parlez en termes de nécessité. Est-ce que
c'est nécessaire. La question sur la nécessité. Non, c'est pas la nécessité. Les données sociologiques. Vous avez parlé de l'adaptation des textes aux données sociologiques. Parce que 2006 à 2026, ça ne fait pas 30 ans, ça ne fait pas 50 ans. Oui. Quelles sont ces données? 2 décennies. Attendez. Quelles sont ces données sociologiques qui ont changé et qui nous entraîneraient directement au changement de l'ordre constitutionnel? Merci beaucoup. Cette question, cher Jonas, vous devez d'abord rencontrer ma position par rapport à celle de l'opportunité. Mais c'est ça. Parce que je vais arriver. C'est là où je vous ai dit, maintenant nous parlons Dans de une la minute. nécessité. Nous parlons de la nécessité. Est-ce c'est opportun? La question de l'opportunité ici à ce stade va maintenant également aller de pair ou convoler à juste noce avec les nécessités liées à la conjoncture, n'est-ce pas, à laquelle nous sommes en train d'assister. Est-ce que le problème le plus criant pour le moment, est-ce le problème de la Constitution? Non. C'est là où je vous ai dit que c'est l'opportunité, la question de l'opportunité. Donc il n'y a pas opportunité. Il n'y a pas opportunité de changer la Constitution. Voyez-vous? Mais pour ou contre les changements, oui. Je ne sais pas si vous comprenez qu'il y a une nuance. Mais là, vous vous contredisez. Non. Je dis il n'y a pas opportunité. Quand je parle de l'opportunité, je parle du temps. Les contextes temporels où on se trouve. Mais est-ce qu'on peut changer notre constitution? Il y a nécessité que nous puissions la changer. Pourquoi? Voyez-vous? Effectivement. Parce que maintenant, il faut que... Pourquoi la changer? Merci beaucoup. Il faudrait que nous puissions voir cette question et pour ne pas nous faire des bons répétiteurs, juste des théories que nous avons apprises. Lorsque vous revenez... Concluez par là. D'accord, je vais conclure, mais la question que j'aimerais aborder, c'est surtout sur la nécessité de la révision. Allez-y. Moi, j'estime qu'il est nécessaire que nous puissions réviser notre constitution. Les changements n'est pas opportun pour le moment. Okay. Pour ce qui est de la révision, en droit, c'est parmi d'ailleurs les notions élémentaires. Il y a ce qu'on appelle les sources réelles. Et bon nombre de juristes s'accordent même pour dire que les véritables sources de droit sont des sources qui sont dites réelles. Et pour ce faire, les contextes qu'on est en train de vivre actuellement, la guerre, toutes ces manifestations devraient être de causes qui expriment la naissance de beaucoup de textes. Et même s'il faut revoir beaucoup d'autres textes, il faut le revoir. Et pour cette question, messieurs les journalistes, s'il vous plaît, pour cette question, moi je suis quelqu'un qui suis passionné du droit foncier et immobilier. Okay. Et par rapport à la nécessité de la révision constitutionnelle, si vous regardez les cahiers de charges derrière cette agression, c'est le sol congolais. Okay. Voyez-vous? Donc, au-delà de la cause qui est le non-respect peut-être des accords, mais c'est le sol qui est visé et son sous-sol. Nous sommes de ceux qui retenons toujours l'article 9 de la Constitution consacre la souveraineté de l'État, notamment sur le sol, le sous-sol. L'article 53 de la loi foncière est en train de disposer... Je vous pose la dernière question. Je n'ai pas encore fini ce que je suis en train d'aborder. Je vais rencontrer. L'article 53 de la loi foncière dispose que le sol est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État. Question maintenant. Cette propriété sur le sol couvre quelle superficie? La souveraineté de l'État sur le sol couvre quelle superficie? Voyez-vous que du point de vue textuel, nous n'avons pas un texte qui est en train de consacrer expressis verbis la superficie de notre pays. Et pour ce faire, du point de vue juridique, on n'a pas un texte sur lequel on peut se fonder. Et sur ça, je suis de ceux qui estiment que l'article 9 de la Constitution devrait être revu afin qu'on y ajoute un autre alinéa où au-delà de la souveraineté de l'État sur le sol, on puisse préciser que cette souveraineté couvre une superficie ou une étendue d'au moins 2 345 410 km². Merci, maître Jules. Merci, maître Jules. Hey! On a passé, hein? Pas trop facile. Maître Jules, la question que je voulais vous poser, la toute dernière. En tout cas, faites-nous, parce que vous allez, ça sera votre dernière prise de parole. Ouais. Vous allez terminer par là. La Constitution a été promulguée en 2006. Ouais. En 2013, il y a eu cette rébellion, 2012-2013, cette rébellion de M23, qui a été vaincue avec la même Constitution. Et cette histoire rebondit encore en 2021 ou 2022 ou 2023 ou 2021, quelque chose comme ça.
avec la même constitution, est-il devenu impossible de vaincre le M23? Merci beaucoup, cher Jonas, pour la Parce que c'est une donnée sociologique. Merci beaucoup pour cette question. 30 secondes. C'est là où je vous ai dit ceci. Le problème qui est humano-textuel, par rapport au contexte où on se trouve, la conjoncture est telle que nous sommes agressés. Voyez-vous? Est-ce pour que nous puissions répondre à cette agression, il faut changer ou réviser la Constitution? Non. Okay. C'est là où je vous ai dit que les textes est ce qui structure l'action de l'être humain. Merci. Et en ce sens, toucher au texte, c'est une question qui est structurelle. Merci. Mais conjoncturellement, il faut que nous puissions répondre parce qu'on peut beau changer de Constitution, mais si on n'est pas fort sur terrain, on peut nous ravir tous les territoires. Merci. Donc Merci on comprend que la mauvaise gestion, ce n'est pas le problème de la Constitution. Effectivement. Maître Peignel, vous avez la parole. 30 secondes pour conclure, 30 secondes à Maître Shadrach et puis on met fin au débat. Oui, en tout cas, respectez, je suis très rigoureux au chrono. Oui, merci beaucoup, cher Jonas. Moi, je pense que ce qui est opportun aujourd'hui, c'est le changement de la Constitution de manière générale. Merci. 30 secondes, déjà. Ouais. D'accord, merci. Merci beaucoup, très cher Jonas. 30 secondes, je ne saurais pas balayer tout ce qui a été dit. Résumez-vous. On retient au moins de l'argumentaire de notre camarade Peignel, tout comme de l'argumentaire de mon ami Gilles. On se rend compte qu'il n'y a pas de raisons valables qui justifieraient aujourd'hui un changement constitutionnel. Et même à la limite, si on peut admettre, ce serait peut-être une révision. Mais sachez-le très bien que le pouvoir des révisions est limité en termes de matière. Or, l'objectif que nos amis de l'Union sacrée poursuivent ne relève pas des matières révisables, relève plutôt des matières intangibles, des matières qu'on ne peut pas toucher. Or, pour avoir la possibilité de toucher ces matières, on ne peut qu'aller dans l'hypothèse du changement. Voilà pourquoi ils sont en train de s'atteler là. Et il est là, clairement, il peut nous le dire. La raison majeure qu'ils sont en train de poursuivre, je l'avais évoqué ici, ça n'a rien à voir avec l'intérêt du peuple, mais c'est plutôt servir à des appétits gloutons. Et ça nous a fait passer depuis le temps de Mobutu dans une forme de production vertigineuse des textes constitutionnels qui n'ont absolument produit aucun résultat. Et aujourd'hui, à l'ère où nous sommes, ce que nous devons savoir, c'est que si même nous devons réfléchir autour d'une constitution nouvelle, il doit y avoir des raisons sociologiques. Il n'a même pas pu soulever ça. Et d'ailleurs, il a parlé ici de l'ancienneté de la Constitution. Je cite par là, il a parlé ici de l'ancienneté de la Constitution, que la Constitution est devenue ancienne, ça ne rencontre plus nos réalités. Écoutez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Et pourtant, c'est la Constitution américaine. C'est depuis 1787. La révision, c'est tout. Permettez-moi de conclure l'émission. Messieurs, permettez-moi de conclure l'émission. Fidèles téléspectateurs, vous l'avez bien compris que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Pour cela, nous avons une série d'anniversaires pour nos fidèles téléspectateurs. Nous commençons. Nous voulons ici souhaiter un heureux anniversaire à Madame Jemima Mbaya. Que le Seigneur Tout-Puissant puisse vous protéger, qu'il puisse vous garder, qu'il vous accorde la force, la santé, la grâce possible comme il l'a toujours fait et qu'il vous donne toutes les opportunités que la vie peut vous offrir, que les bonheurs et la grâce de Dieu vous accompagnent. C'est de la part de Nathan Kianza, notre directeur de programme. Nous poursuivons avec cette série d'anniversaires. Fidèles téléspectateurs, nous souhaitons également un heureux anniversaire à Madame Nathalie Moidi. Elle est aussi juriste. Nous lui souhaitons cet anniversaire parce que c'est quelqu'un de bien et nous voulons ici qu'elle puisse garder ces bonnes habitudes qu'elle a toujours, cette bonne éducation qu'elle préserve et que le Seigneur Tout-Puissant, dont elle sert avec toute passion, puisse lui éclairer toutes les voies possibles sur la terre des hommes. À Madame Elisabeth, nous souhaitons aussi de la part de notre journaliste, notre confrère Daniel Roland Lai, un heureux anniversaire, que ces jours soient meilleurs sur cette terre des hommes et qu'elle soit heureuse durant toute la vie sur la terre et que Dieu puisse la bénir. Fidèles téléspectateurs. Et vous l'avez très bien compris que nous sommes arrivés effectivement à la fin
de cette émission. Et là, nous voulons dire ici, signaler quelque chose, que Maître Shadrach Mawessi postule comme, c'est quoi encore? Comme délégué facultaire de la faculté de droit de l'université de Kinshasa pour Donc, cette année. Alors, nous sommes en train de travailler autour d'un projet de société très percutant. Nous allons effectivement revenir. Exactement, Ouais. exactement. Et je voudrais ici signaler que Maître Shadrach Mawessi est candidat à l'élection de délégué facultaire à la faculté des droits à l'université de Kinshasa. Et nous voulons que tous nos téléspectateurs de l'autre côté, tous les membres des groupes jurisconsultes de L1 jusqu'en Master 2 puissent ici être unis et réunis ensemble pour porter haut cette victoire qui pointe à l'horizon, et ça sera pour le bonheur de tous. Maître Shadrach, merci d'avoir été les nôtres. Merci. Et aussi, il y a Maître Jules qui est aussi candidat DEFA, donc candidat délégué titulaire, et son adjoint qui postule que tous les membres des jurisconsultes puissent prêter main forte pour soutenir ces deux candidatures pour le bonheur de l'université de Kinshasa, parce que vous avez senti la hauteur dans les débats, et nous espérons que cette intelligence sera dupliquée dans leur gouvernance. Très cher Jonas, un élément important, nous ne sommes pas candidats pour le jurisconsulte, mais pour toute la faculté. C'est ce que je dis au début. Vous êtes candidat à l'élection de délégués facultaires et délégués facultaires adjoints à l'université de Kinshasa. Maître Peignel, merci d'avoir été là. Fidèles téléspectateurs, c'en est fini. À la prochaine occasion et avec la même énergie. Merci. Merci.